L'histoire s'intitule La succession, le mesurier. Mon ami Poirot et moi-même avons enquêté sur bien des affaires, mais aucune, je pense, ne peut être comparée à l'extraordinaire série de rebondissements qui retint notre attention pendant plusieurs années et dont Poirot fut appelé à élucider la dernière énigme. C'est un soir pendant la guerre que l'histoire de la famille Le Mesurier éveilla notre intérêt pour la première fois. Poirot et moi nous étions retrouvés depuis peu, renouant les liens d'amitié qui nous unissaient en Belgique. Il s'était occupé d'une petite affaire pour le compte du ministère de la Guerre, à l'entière satisfaction de celui-ci d'ailleurs, et nous venions de dîner au Carlton en compagnie d'un officier d'état-major, qui avait encensé Poirot pendant tout le repas. L'officier d'état-major avait dû nous quitter précipitamment pour un autre rendez-vous, et nous avions tranquillement terminé notre café avant de partir à notre tour. Au moment où nous quittions la salle, une voix familière m'interpella, et, en me retournant, j'aperçus le capitaine Vincent le Mesurier, un jeune homme que j'avais connu en France, assis à une table en compagnie d'un homme plus âgé. Leur ressemblance laissait à penser qu'ils étaient de la même famille. C'était bien le cas, en effet. Mon jeune ami nous présenta son oncle, Hugo le Mesurier. Je ne connaissais pas intimement le capitaine le Mesurier, un garçon sympathique et un peu rêveur, mais j'avais entendu dire qu'il appartenait à une famille huppée, aux origines lointaines, propriétaire d'un château du XVIe siècle, dans le Northumberland, datant d'avant la Réforme. Poirot et moi n'étions pas pressés, et à la demande du jeune homme, nous nous assîmes à leur table et bavardâmes agréablement avec eux pendant un moment. Hugo le Mesurier était un homme d'une quarantaine d'années, aux épaules un peu voûtées et à l'allure de savant. Il était chimiste et faisait actuellement, à ce qu'il nous dit, des recherches pour le compte du gouvernement. Notre conversation fut interrompue par un grand jeune homme brun qui s'approcha de notre table à grands pas, l'air visiblement agité. « Dieu merci, je vous ai trouvé !» s'exclama-t-il en s'adressant à nos deux amis. « Que se passe-t-il, Roger ?»« Ton père, Vincent. Une mauvaise chute. Un jeune cheval. » Nous n'entendîmes pas la suite, car il entraîna Vincent le Mesurier à l'écart. Quelques instants plus tard, nos deux amis prirent congé précipitamment. Le père de Vincent avait fait une très mauvaise chute en essayant un jeune cheval, et l'on ne pensait pas qu'il survivrait jusqu'au lendemain. Vincent était devenu tout pâle en apprenant la nouvelle. En un sens, cela m'avait surpris, car, d'après les quelques confidences qu'il m'avait faites en France, j'avais cru comprendre que lui et son père ne s'entendaient pas particulièrement bien, et cette démonstration d'affection filiale avait de quoi surprendre. Le jeune homme brun qu'on nous avait présenté comme un cousin, Roger le Mesurier, était resté en arrière, et nous avions quitté le restaurant ensemble. « Curieuse affaire, » commenta le jeune homme. « Elles intéresseraient certainement monsieur Poirot. J'ai entendu parler de vous, monsieur Poirot, par Higginson. C'était l'officier de l'état-major qui nous avait invités à dîner. Il dit que vous êtes un as en matière de psychologie. » « J'ai étudié la psychologie, en effet, » reconnut mon ami avec une prudente réserve. « Avez-vous vu le visage de mon cousin ? Il avait l'air complètement assommé. Et vous savez pourquoi ? C'est à cause d'un sort qui aurait été jeté à la famille. Aimeriez-vous en savoir davantage ? Ce serait très aimable à vous de me raconter toute l'histoire, répondit Poirot. Roger le Mesurier jeta un coup d'œil à sa montre. J'ai tout mon temps. Je dois les retrouver à King's Cross. Voilà, monsieur Poirot, la famille Le Mesurier est de souche très ancienne. Il y a bien longtemps, au Moyen-Âge, un de nos ancêtres avait des doutes sur la fidélité de sa femme. Il la surprit un jour dans une situation compromettante, et bien qu'elle l'eût assuré de son innocence, le vieux baron Hugo ne voulut rien savoir. Quelque temps après, elle eut un enfant, un fils, et il déclara que l'enfant n'était pas de lui, et jura à ses grands dieux qu'il n'hériterait pas de sa fortune. J'ai oublié ce qu'il leur fit exactement, quelque douceur à la façon médiévale, comme les emmurés vivants. Quoi qu'il en soit, il tua le fils et la mère, et celle-ci mourut en proclamant son innocence, et en jetant un sort au Mesurier. Cette malédiction était la suivante. Pas un seul fils aîné ne pourrait hériter du patrimoine filial. Le temps passa, et la preuve fut faite de l'innocence de la malheureuse. Je crois que le baron Hugo prit le cilice et finit ses jours à genoux, dans une cellule de moine. Mais ce qu'il y a de curieux, c'est que, de ce jour, pas un seul fils aîné n'a jamais hérité de son père. L'héritage est allé à un frère de celui-ci, un neveu, un enfant cadet, mais jamais à un fils aîné.
Le père de Vincent était le second d'une famille de 5 garçons, dont l'aîné est mort, en bas âge. Évidemment, pendant toute la guerre, Vincent était convaincu que s'il y avait un autre maudit dans la famille, ça ne pouvait pas être lui. Mais, chose étrange, ses 2 jeunes frères ont été tués, et lui-même s'en est tiré sans aucune égratignure. Cette histoire de famille est fort intéressante, dit Poirot d'un ton pensif. Mais à présent, son père se meurt, et c'est lui, en qualité de fils aîné, qui doit hériter. Exactement. La malédiction a perdu son pouvoir. Elle n'a pas résisté à la vie moderne. Poirot secoua la tête, comme s'il déplorait le ton léger du jeune homme. Celui-ci consulta de nouveau sa montre et déclara qu'il était temps pour lui de partir. Nous eûmes la suite de l'histoire le lendemain, en apprenant la mort tragique du capitaine Vincent le Mesurier. Il voyageait dans le train postal, en direction du nord, et au cours de la nuit, il avait vraisemblablement ouvert la portière et sauté sur la voie. On estimait que le choc provoqué par l'accident de son père, venant s'ajouter à la commotion due aux éclatements d'obus, était la cause de cet accès de folie. Les journaux mentionnaient la curieuse superstition qui régnait dans la famille Le Mesurier et le fait que le nouvel héritier était un oncle du jeune homme, Ronald Le Mesurier, dont le fils unique avait été tué sur la Somme. Je pense que ce fut notre rencontre fortuite avec le jeune Vincent la veille de sa mort qui nous fit porter un intérêt particulier au destin tragique de cette famille. 2 ans plus tard, en effet, nous ne manquâmes pas de noter le décès de Ronald Le Mesurier, qui était d'ailleurs invalide à l'époque où il avait hérité des biens de sa famille. L'héritier suivant était son frère John, un homme d'une santé florissante, et dont le fils était à Eton. Il n'y avait pas de doute qu'une malédiction pesait sur les Le Mesurier. L'été suivant, le jeune garçon se tua accidentellement avec une arme. Quelque temps après, son père mourut subitement à la suite d'une piqûre de guêpe, transmettant l'héritage au plus jeune des 5 frères, Hugo, que nous nous souvenions d'avoir rencontré au Carlton le soir de la mort tragique du jeune Vincent. En dehors des réflexions que nous avait inspirées cette extraordinaire série de malheurs, nous ne nous étions pas intéressés d'une façon personnelle à l'histoire de la famille Le Mesurier, mais leur approchait pour nous d'y prendre une part plus active. Un matin, on nous annonça la visite de Madame Le Mesurier. C'était une grande femme énergique d'une 30aine d'années, chez qui l'on sentait une forte détermination et un solide bon sens. Elle parlait avec un léger accent américain. « Monsieur Poirot, je suis ravi de faire votre connaissance. Vous avez rencontré mon ami, Hugo Le Mesurier, il y a bien des années, mais je doute que vous vous en souveniez. »« Je m'en souviens parfaitement, madame, c'était au Carlton. »« Quelle mémoire, monsieur Poirot. Je suis très inquiète. »« À propos de quoi, madame ? » ?»« De mon fils aîné. J'ai 2 garçons, Ronald qui a 8 ans et Gérald qui en a 6. Poursuivez, madame, qu'est-ce qui vous inquiète à propos du petit Ronald ? Monsieur Poirot, au cours des 6 derniers mois, il a échappé à la mort à 3 reprises. La première fois, il a failli se noyer, c'était l'été dernier, quand nous étions tous en Cournoye. La deuxième fois, c'est lorsqu'il est tombé de la fenêtre de la nurserie. Et la troisième, c'est à cause d'une intoxication alimentaire. Peut-être le visage de Poirot exprimait-il bien trop ses pensées, car madame Le Mesurier ajouta vivement. « Évidemment, vous devez me trouver ridicule les pensées que je dramatise. »« Pas du tout, madame. On comprend très bien qu'une mère puisse être bouleversée par de tels incidents. Mais je vois mal en quoi je puis vous aider. Je ne suis pas le bon Dieu, et je ne puis contrôler les vagues. Pour la fenêtre de la nurserie, je vous conseillerais d'y mettre des barreaux. Quant à la nourriture, rien ne vaut le soin d'une mère. Mais pourquoi ces choses-là arrivent-elles à Ronald, mais pas à Gérald? Le hasard, madame, simplement le hasard. Vous croyez? Qu'en pensez-vous, madame, vous et votre époux? Une ombre passa sur le visage de madame Le Mesurier. Hugo ne m'est d'aucun secours, il ne veut même pas m'écouter. Comme vous l'avez peut-être entendu dire, une malédiction pèserait sur la famille, en vertu de quoi aucun fils aîné ne pourrait hériter, et Hugo y croit. Il passe son temps à étudier l'histoire de la famille, et il est extrêmement superstitieux. Lorsque je lui fais part de mes craintes, il me répond simplement que c'est à cause de cette malédiction, et qu'on ne peut rien y faire. Mais moi, je viens des États-Unis, monsieur Poirot, et là-bas, nous ne croyons guère aux sortilèges. Nous aimons penser qu'ils sont l'apanage des familles de vieilles souches. Cela donne une sorte de cachet, vous comprenez? Pour ma part, quand j'ai rencontré Hugo, je tenais un petit rôle dans une comédie musicale,
et ce prétendu sortilège attaché à cette famille m'a fasciné. Toutefois, je veux bien qu'on raconte ce genre d'histoire à la veillée, mais lorsqu'il s'agit de ses propres enfants, j'adore mes deux fils, monsieur Poirot, je ferai n'importe quoi pour eux. Vous refusez donc de croire à la légende familiale, madame. Une légende peut-elle scier une racine de lierre? Que voulez-vous dire, madame? S'exclama Poirot, tandis qu'un profond étonnement se peignait sur son visage. J'ai dit, est-ce qu'une légende, ou un fantôme, si vous préférez, peut scier une racine de lierre? Je ne parle pas de ce qui s'est passé en Cornouailles. N'importe quel enfant peut partir trop loin à la nage et se retrouver en difficulté, encore que Ronald sache nager depuis l'âge de 4 ans. Mais pour la question du lierre, c'est différent. Les deux garçons sont des petits polissons. Ils ont découvert un jour qu'ils pouvaient descendre de leur chambre et y monter en s'accrochant au lierre. Ils le faisaient constamment, jusqu'au jour où le lierre a cédé sous le poids de Ronald. Gérald était absent à l'époque, et où il est tombé, heureusement, il ne s'est pas fait mal. Mais je suis sorti pour examiner le lierre. La racine était sciée, monsieur Poirot, délibérément sciée. Ce que vous affirmez là est très grave, madame. Vous dites que votre plus jeune fils n'était pas à la maison à cette époque-là? C'est exact. Et au moment de l'intoxication alimentaire, était-il toujours absent? Non, ils étaient là tous les deux. C'est sérieux, murmura Poirot. Puis-je vous demander, madame, qui vit sous votre toit? Miss Sanders, la gouvernante des enfants, et John Gardiner, le secrétaire de mon mari. Madame le mesurier se tut, comme si elle hésitait à poursuivre. Et qui d'autre, madame? Le major Roger le mesurier, que vous avez, je crois, rencontré le même jour que mon mari. Fait d'assez fréquents séjours chez nous. Ah oui, c'est un cousin, il me semble. Un cousin éloigné, oui. Il n'appartient pas à la même branche de la famille. Néanmoins, c'est à présent le plus proche parent de mon mari. C'est un homme charmant et nous avons tous beaucoup d'affection pour lui. Les garçons l'adorent. Est-ce qu'il leur a appris à grimper aux lièvres? C'est possible, il les incite bien souvent à faire des bêtises. Madame, je vous prie de m'excuser pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je crois à présent que le danger est réel et que je peux vous aider. Je suggérerais donc que vous nous invitiez tous les deux chez vous pour quelque temps. Votre époux n'y verra pas d'inconvénient? Oh non, mais il estimera que tout cela est inutile. Cela me rend folle de le voir accepter sans réagir l'idée que son enfant doive mourir. Reprenez votre calme, madame, voyons. Nous allons mettre au point notre visite de façon méthodique. Ainsi fut fait, et le lendemain même, nous étions en route vers le nord. Poirot était plongé dans une rêverie, dont il sortit brusquement pour faire cette réflexion. C'est d'un train comme celui-ci que Vincent le mesurier est tombé. Il insista quelque peu sur le mot « tomber ». Vous ne soupçonnez tout de même pas quelque malveillance, lui demandai-je. N'avez-vous pas, Hastings, été frappé par le fait que certaines des morts survenues dans la famille le mesurier auraient pu être, dirons-nous, provoquées? Celle de Vincent, par exemple, et celle du jeune homme qui faisait des études à Eton. Un accident causé par le maniement d'une arme à feu est toujours ambigu. Supposons que le petit Ronald, en tombant de la fenêtre de sa chambre, se soit tué. Qui aurait pu soupçonner qu'il ne s'agissait pas d'un accident? Mais pourquoi ne s'en prendrait-on pas à cet enfant-là? À qui profite sa mort? À son jeune frère. Un enfant de 7 ans. C'est absurde. On a peut-être l'intention de se débarrasser ensuite du deuxième, hasardai-je, sans trop savoir qui était ce « on ». Poirot secoua la tête. Cette hypothèse ne le satisfaisait pas. Une intoxication alimentaire, murmura-t-il d'un ton pensif. Une ingestion d'atropine produirait les mêmes symptômes. Oui, notre présence là-bas est vraiment nécessaire. Madame le mesurier nous accueillit avec enthousiasme. Elle nous emmena ensuite dans le bureau de son mari et nous laissa avec lui. Il avait beaucoup changé depuis la dernière et la seule fois où nous l'avions vu. Il était encore plus voûté et avait le teint étrangement terreux. Il écouta Poirot, lui expliquait la raison de notre présence dans la maison. « Je reconnais bien là le sens pratique de Sadie, » s'exclama-t-il enfin. « Je suis ravi de vous avoir quelque temps chez nous, monsieur Poirot, et je vous remercie d'être venu, mais ce qui est écrit. Il faut expier la faute. Nous, le mesurier, le savons bien. Pas un d'entre nous ne peut échapper à son destin. » Poirot parla de la racine de lierre sciée, mais Hugo le mesurier parut peu impressionné. C'est sans doute une négligence de la part du jardinier.
Oui, oui, il y a peut-être un instrument, mais la cause est très claire, et je vous dirai ceci, monsieur Poirot. L'échéance n'est plus très loin. Poirot le dévisagea avec attention. Pourquoi dites-vous cela? Parce que je suis moi-même condamné. Je suis allé trouver un médecin l'année dernière. Je souffre d'une maladie incurable. La fin ne devrait plus tarder, mais avant que je ne meure, Ronald sera emporté. C'est Gérald qui héritera. Et s'il arrivait aussi quelque chose à votre second fils? Il n'y arrivera rien. Aucune malédiction ne pèsera sur lui. Mais si cela se produisait, insista Poirot, l'héritier suivant est mon cousin Roger. Nous fûmes interrompus par l'entrée d'un homme grand et bien bâti, aux cheveux frisés, d'un roux flamboyant, qui tenait à la main une liasse de papier. Nous verrons cela plus tard, Gardiner, lui dit Hugo le mesurier, avant d'ajouter à notre intention, mon secrétaire, monsieur Gardiner. L'homme s'inclina, murmura quelques paroles aimables et ressortit. En dépit de son physique agréable, quelque chose en lui me déplaisait. Je le dis à Poirot un moment plus tard, tandis que nous faisions le tour du magnifique jardin à la française. Et, chose surprenante, il se montra du même avis. Oui, oui, Hastings, vous avez raison. Moi non plus, je l'aime pas. Il est trop bien de sa personne. Je dirais que c'est le genre délicat qui répugne à se salir les mains. Ah, voilà les enfants. Madame le mesurier approchait avec ses deux garçons. C'étaient deux beaux enfants. Le cadet était brun comme sa mère, et l'aîné roux, presque rouge et bouclé. Ils nous serrèrent la main, gentiment, et en quelques minutes Poirot fit leur conquête. On nous présenta ensuite Miss Sanders, une femme insipide et sans âge. Nous connaissions à présent toute la maisonnée. Pendant quelques jours, nous menâmes une vie agréable et notre vigilance, de tout instant, ne fut pas récompensée. Les garçons jouaient gaiement et tout semblait normal. Le 4e jour après notre arrivée, le major Roger le mesurier vint s'installer pour quelque temps. Je le trouvai peu changé, aussi insouciant et jovial que par le passé, avec cette même tendance à tout prendre à la légère. Il était manifestement très aimé des garçons, qui l'accueillirent avec des hurlements de joie et l'entraînèrent aussitôt dans le jardin pour jouer aux Indiens. Je remarquai que Poirot les avait discrètement suivis. Le lendemain, toute la famille, y compris les garçons, était invitée pour le thé chez Lady Claygate, qui possédait la propriété voisine de celle des Le Mesurier. Madame le mesurier nous proposa de les y accompagner, mais parut assez soulagée lorsque Poirot déclina cette invitation en déclarant que nous préférions rester à la maison. Dès que tout le monde fut parti, Poirot se mit au travail. Il me faisait penser à un terrier à l'affût. Il fouilla méthodiquement toute la maison, jusque dans les moindres recoins, mais si discrètement cependant qu'il réussit à ne pas attirer l'attention. Toutefois, ses recherches terminées, il paraissait encore insatisfait. Nous prîmes le thé sur la terrasse avec Miss Sanders, la gouvernante, qui n'avait pas été invitée. « Cela va amuser les garçons, murmura-t-elle de sa voix atone. Mais j'espère qu'ils sauront se tenir, et ne piétineront pas les plates-bandes ou ne s'approcheront des abeilles. » Poirot s'immobilisa, sa tasse à la main. On aurait dit un homme qui vient d'apercevoir un revenant. « Des abeilles? » »« Oui, monsieur Poirot, des abeilles. 3 ruches, Lady Claygate en est très fière. »« Des abeilles !» s'exclama de nouveau Poirot. Il se leva d'un bond et se mit à arpenter la terrasse de long en large, en se tenant la tête. Je ne connaissais pas en quoi le simple fait de mentionner des abeilles avait pu le mettre dans un tel état. À cet instant, nous entendîmes la voiture. Poirot était debout, devant la porte d'entrée lorsque la famille descendit. « Ronald s'est fait piquer », annonça Gérald d'une voix excitée. « Ce n'est rien, dit madame le mesurier. La plaie n'a même pas enflé. Nous avons mis de l'ammoniaque dessus. »« Fais-moi voir ça, mon bonhomme, dit Poirot au jeune Ronald. Où t'étais-tu fait piquer? »« Ici, sur le côté du cou, répondit le garçonnet d'un ton important. Mais ça ne fait pas mal. Papa m'a dit, ne bouge pas, tu as une abeille dans le cou. Je n'ai pas bougé, il l'a chassée. Mais elle m'a d'abord piqué. Ça ne m'a pas vraiment fait mal. C'était comme une simple piqûre d'épingle. Et je n'ai pas pleuré, parce que je suis grand, et que l'année prochaine j'irai à l'école. Poirot examina le cou de l'enfant, puis il s'écarta. Il me prit alors le bras et me chuchota à l'oreille. « Ce soir, mon ami, ce soir nous avons un petit travail à faire, et n'en parler à personne. » Il refusa de m'en dire davantage, et toute la soirée je fus dévoré de curiosité.
Il se retira assez tôt, et je l'imitai. Pendant que nous montions l'escalier, il me prit par le bras et me donna des instructions. « Ne vous déshabillez pas, attendez un peu, éteignez votre lampe et venez me rejoindre ici. » Je fis ce qu'il m'avait demandé et un moment plus tard, je le rejoignis sur le palier. D'un geste, il m'imposa le silence, et nous nous faufilâmes, sans bruit, jusqu'à l'aile réservée aux enfants. Ronald occupait seul une petite chambre. Nous y entrâmes tout doucement et nous installâmes à notre poste d'observation, dans le coin le plus sombre. La respiration de l'enfant était forte et régulière. « Il dort profondément, » chuchotai-je. Poirot hocha la tête. « On l'a drogué. »« Pourquoi ?»« Pour qu'il ne crie pas quand... »« Quand quoi ?» demandai-je comme Poirot se taisait. « Quand on enfoncera la seringue hypodermique, mon ami. Mais chut, n'en parlons plus. Encore que je ne pense pas qu'il se passe quoi que ce soit avant un moment. » Poirot se trompait cependant. 10 minutes à peine s'étaient écoulées lorsque la porte s'ouvrit tout doucement et que quelqu'un entra dans la pièce. J'entendis une respiration précipitée, un bruit de pas qui s'approchait du lit, puis un déclic soudain. Le faisceau d'une petite lampe de poche éclaira l'enfant endormi, mais l'intrus était encore invisible dans l'ombre. De la main droite, il sortit une seringue, tandis que de la main gauche, il tâtait le cou de l'enfant. Poirot et moi bondîmes en même temps. La lampe roula à terre et nous luttâmes un moment dans le noir avec l'intrus. Il avait une force extraordinaire. Nous finîmes cependant par en venir à bout. « La lampe, Hastings, » me dit Poirot. « Il faut que je voie son visage. Encore que je craigne fort de savoir qui c'est. » Moi aussi, pensai-je, tandis que je tâtonnais dans l'obscurité pour trouver la lampe. À un moment, j'avais soupçonné le secrétaire, poussé par ma profonde antipathie pour cet homme. Mais à présent, j'étais sûr que celui à qui profiterait la mort de ses 2 jeunes cousins était le monstre que nous traquions. Mon pied heurta la lampe. Je la ramassai et l'allumai, et son faisceau éclaira le visage de Hugo le mesurier, le père du garçonnet. Je faillis en lâcher la lampe. « Pas possible, murmurai-je, d'une voix rauque. « Pas possible. » Le mesurier était inconscient. Poirot et moi le transportâmes jusqu'à sa chambre et l'étendîmes sur son lit. Poirot se pencha alors pour lui retirer doucement ce qu'il tenait dans la main droite. C'était une seringue hypodermique. « Qu'y a-t-il là-dedans » demandai-je en frissonnant. « Du poison ?»« De l'acide formique, je pense. »« De l'acide formique ?»« Oui, obtenu sans doute en distillant des fourmis rouges. Il était chimiste, ne l'oubliez pas. La mort aurait été attribuée à la piqûre de guêpe. »« Mon Dieu !» murmurai-je, « son propre fils. Et vous vous attendiez à ça ?» Poirot hocha la tête avec gravité. « Oui, c'est un malade mental, incontestablement. J'imagine que l'histoire de la famille est devenue une véritable obsession pour lui. C'est son ardent désir de toucher l'héritage qui l'a poussé à commettre toute cette série de meurtres. L'idée lui est peut-être venue pour la première fois pendant qu'il voyageait en train avec Vincent, la fameuse nuit. Il ne pouvait pas supporter que la prédiction ne se réalise pas. Le fils de Ronald était déjà mort, et Ronald lui-même se mourait. Ils sont de santé fragile dans cette famille. C'est lui qui a manigancé l'accident avec le fusil et, chose que je viens seulement de comprendre, c'est lui aussi qui a provoqué la mort de son frère John par l'injection d'acide formique dans la veine jugulaire. Il avait alors réalisé son ambition et se trouvait à la tête du patrimoine familial. Mais son triomphe a été de courte durée. Il a appris qu'il était atteint d'un mal incurable, et il avait cette idée fixe de fou que le fils aîné d'un lemesurier ne pouvait pas hériter. Je le soupçonne d'être à l'origine de l'accident de la baignade. C'est lui qui a encouragé son fils à s'éloigner vers le large. Ayant manqué son coup cette fois-là, il a scié la racine de lierre et mis ensuite du poison dans la nourriture de l'enfant. « Diabolique, murmurai-je en frissonnant, et si bien planifié. » Oui, mon ami, rien n'est plus surprenant que l'extraordinaire logique des fous, si ce n'est la non moins extraordinaire incohérence des saints d'esprit. J'imagine que ce n'est que récemment qu'il a basculé de l'autre côté. Pour commencer, il y avait de la méthode dans sa folie. Quand je pense que j'ai soupçonné Roger, ce type formidable, c'est normal, mon ami. Nous savions qu'il avait lui aussi voyagé avec Vincent la fameuse nuit. Nous savions également que c'était lui qui devait hériter après Hugo et ses fils. Mais notre supposition n'était pas confirmée par les faits. Le lierre a été scié alors que seul le petit Ronald se trouvait dans la maison. Or, l'intérêt de Roger était que les 2 enfants meurent.
De la même manière, ce n'est que la nourriture de Ronald qui a été empoisonnée, et aujourd'hui, lorsqu'ils sont rentrés, et que je me suis rendu compte que le père du garçonnet était seul à pouvoir témoigner qu'il s'était fait piquer, cela m'a rappelé l'autre mort due à une piqûre de guêpe, et j'ai compris. Hugo le mesurier mourut quelques mois plus tard à la clinique psychiatrique, où on l'avait fait interner. Sa veuve se remaria 1 an après, avec John Gardiner, le secrétaire. Ronald hérita des terres de son père et, à l'heure actuelle, il vit encore et se porte comme un chat. Voilà encore une illusion envolée, fis-je remarquer à Poirot. Vous avez chassé avec brio la prétendue malédiction qui pesait sur le mesurier. Je n'en suis pas sûr, répondit Poirot d'un air pensif. Je n'en suis pas du tout sûr. Que voulez-vous dire? Mon ami, je vous répondrai par un seul mot. Rouge. Vous voulez parler de sang? Demandai-je éberlué, en baissant la voix. Vous avez toujours la même imagination et le même goût du mélodrame, Hastings. Non, je veux parler de quelque chose de beaucoup plus prosaïque. La couleur de cheveux du petit Ronald le mesurier et de monsieur Gardiner. Vous saisissez? Fin. L'histoire s'intitule Un indice de trop. Surtout, surtout pas de publicité, répéta Marcus Hardman, pour la 20e fois peut-être. Monsieur Hardman était un petit homme potelé, aux mains extrêmement soignées et s'exprimant d'une voix plaintive de ténor enroué. Il passait pour une sorte de célébrité dans les cercles mondains, auxquels il consacrait tout son temps. Il dépensait son confortable revenu en réceptions et en collectionnant les vieilles dentelles, les éventails et les bijoux anciens. Rien de vulgaire ni de moderne. Répondant à sa vocation urgente, Poirot et moi nous étions présentés chez le petit monsieur Hardman, que nous avions trouvé dans un état d'agitation extrême. Il nous apprit qu'il n'avait pas pu se résoudre à faire appel à la police, mais que, vu les circonstances, ne pas agir aurait signifié qu'il acceptait la perte des joyaux de sa collection. Il avait finalement décidé de recourir à Poirot. Mes rubis, monsieur Poirot, et le collier d'émeraude qui a probablement appartenu à Catherine de Médicis. Oh, mon beau collier d'émeraude. Poirot avait interrompu ses gémissements en demandant d'une voix douce. Et si vous me relatiez les circonstances dans lesquelles ils ont disparu, monsieur Hardman? Et voilà. Voilà, hier après-midi, j'ai donné un thé. Rien d'officiel. Je n'avais réuni qu'une demi-douzaine d'amis. J'ai déjà eu l'occasion d'organiser 1 ou 2 réunions de ce genre au cours de la saison. Et sans vouloir paraître vaniteux, je dois admettre qu'elles furent très réussies. Hier, j'avais engagé le pianiste Nakora et Catherine Bird, la contralto australienne. Ils nous donnèrent un merveilleux récital dans le grand studio. Au début de l'après-midi, j'ai montré à mes invités ma collection de joyaux moyenâgeux, que je garde dans le coffre mural que vous voyez, là-bas. L'intérieur a été aménagé et tendu de velours afin de mettre les pierres en valeur. Ensuite, ils admirèrent les éventails qui se trouvent dans cette vitrine contre le mur opposé. Puis nous nous rendîmes dans le studio pour écouter de la musique. Ce n'est qu'après le départ de mes invités que j'ai constaté le vol. J'ai dû omettre de m'assurer si le coffre était bien fermé et quelqu'un a profité de ma négligence pour dérober son contenu. Une collection unique, monsieur Poirot. Que ne donnerais-je pour la récupérer? Mais souvenez-vous, je ne veux aucune publicité. Comprenez, monsieur Poirot, il s'agit de mes invités, mes amis intimes. L'affaire pourrait tourner au scandale. Avez-vous remarqué la dernière personne qui a quitté cette pièce lorsque vous vous êtes rendu dans le studio? Monsieur Johnston, le millionnaire sud-africain. Peut-être le connaissez-vous. Il vient juste de louer la maison Abbottbury dans Park Lane. Je me souviens qu'il s'est attardé quelques minutes derrière nous. Mais il est impossible que ce soit lui le voleur, voyons. Quelqu'un d'autre est-il revenu dans cette pièce sous un prétexte quelconque au cours de l'après-midi? J'y ai réfléchi, monsieur Poirot. 3 sont revenus. La comtesse Vera Rossakoff, monsieur Bernard Park et Lady Runcorn. Que savez-vous d'eux? La comtesse Rossakoff est une Russe et une femme charmante qui a connu l'Ancien Régime. Elle vit en Angleterre depuis peu. Hier, après qu'elle m'ait dit au revoir,
J'ai eu la surprise de la retrouver ici, apparemment en extase devant ma collection d'éventails. Plus j'y pense et plus je trouve l'incident bizarre. Quelle est votre opinion, monsieur Poirot? Je trouve effectivement son attitude bizarre. Passons aux deux autres, voulez-vous? Eh bien, Parker est venu chercher une assiette de miniature que je désirais montrer à Lady Runcorn. Qui est cette dame, s'il vous plaît? Lady Runcorn est douée d'une grande force de caractère et de dévouement envers diverses œuvres de charité. Elle est bien connue. Elle est simplement venue récupérer son sac qu'elle avait oublié sur un siège. Parfait, monsieur. Nous avons donc 4 suspects possibles. La comtesse russe, la grande dame anglaise, le millionnaire sud-africain et monsieur Bernard Parker. Au fait, qui est monsieur Parker? La question parut embarrasser monsieur Hardman, qui répondit en hésitant. C'est un jeune homme que je connais. Je m'en doute bien. Que fait-il au juste, ce jeune homme? C'est un homme du monde et, si je puis me permettre l'expression, assez dans le vent. Puis-je savoir comment il est parvenu à s'intégrer dans votre cercle d'amis? Eh bien, une ou deux fois, il a eu l'occasion de se charger pour moi de certaines commissions. Continuez, monsieur. Hardman serra nerveusement ses mains. De toute évidence, la dernière chose qu'il voulait était satisfaire la curiosité de son interlocuteur. Mais comme Poirot gardait un silence inexorable, il fut obligé de capituler. Vous n'ignorez pas que j'ai la réputation d'être un collectionneur de joyaux anciens. Parfois, il se trouve qu'un objet de famille doit être vendu, mais sans passer entre les mains du public ou d'un revendeur. Ma position me donne le privilège d'arranger certaines ventes privées. Parker s'occupe pour moi des détails financiers et se met en rapport avec l'acheteur éventuel, évitant ainsi le moindre souci aux intéressés. Par exemple, la comtesse Rossakoff, qui a apporté ses bijoux de Russie, avec l'intention de les vendre, s'en remettra à Parker pour lui trouver un acquéreur. Je vois. Vous lui accordez toute votre confiance à ce jeune homme? Je n'ai jamais eu jusqu'ici la moindre raison de me plaindre de lui. Monsieur Hardman, de ces 4 personnes, laquelle suspectez-vous? Oh, monsieur Poirot, quelle question, ce sont mes amis. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne suspecte aucun d'entre eux, ou tous. À vous de choisir la formule qui vous convient le mieux. Permettez-moi, vous en suspectez certainement un. Or, ce n'est ni la comtesse Rossakoff, ni monsieur Parker. C'est donc Lady Runcorn ou monsieur Johnston, peut-être. Vous m'acculez, monsieur Poirot. Je suis extrêmement soucieux d'éviter tout scandale. Lady Runcorn appartient à l'une des plus vieilles familles anglaises, mais il est notoire, malheureusement, que sa tante Lady Caroline était atteinte d'une infirmité des plus fâcheuses. Tous ses amis en avaient naturellement connaissance et sa domestique retournait toujours les objets emportés par mes gardes. Il soupira. Vous réalisez à quel point je me trouve dans une situation délicate. Ainsi, Lady Runcorn avait une tante kleptomane. Intéressant. Vous permettez que j'examine le coffre mural? Monsieur Hardman hocha la tête et Poirot poussa la porte métallique pour inspecter le trou béant. Je me demande pourquoi cette porte a du mal à se refermer, murmura-t-il en actionnant le bâton. Ah, qu'est-ce que c'est? Un gant? Pris dans la charnière? Un gant d'homme? Il le montra à Hardman qui répondit aussitôt. Il n'est pas à moi. Tiens, je vois aussi autre chose. Il plongea la main dans l'ouverture du coffre et en sortit un petit étui à cigarette. Mon étui à cigarette? Je ne le pense pas, monsieur, car ce ne sont pas là vos initiales. Il indiqua 2 lettres entrelacées et gravées. Vous avez raison, l'étui ressemble au mien, mais les initiales sont différentes. P et B. Grand Dieu! Parker! Apparemment, oui, ce jeune homme est bien imprudent. Si le gant lui appartient aussi, il nous fournit 2 indices. Bernard Parker, souffla Hardman. Ma foi, je dois avouer que cette révélation me soulage. Monsieur Poirot, je vous laisse le soin de retrouver les bijoux. Si vous le jugez nécessaire, remettez l'affaire entre les mains de la police, à condition que vous soyez certain que Parker est bien le coupable. Vous avez remarqué, mon ami, me confia Poirot, alors que nous quittions le domicile du collectionneur, que ce monsieur Hardman reconnaît une loi pour le noble et une autre pour l'homme du commun. Moi-même n'ayant pas été anobli, je sympathise avec l'homme du commun, en l'occurrence monsieur Parker. Toute cette affaire est bien curieuse, ne trouvez-vous pas?
Hardman suspecte Lady Runcorn. Personnellement, mes soupçons se porteraient sur la comtesse et sur Johnstone. Or, l'obscur Parker est notre coupable. Pourquoi suspectiez-vous les deux autres? Parbleu, il est tellement facile de se donner les titres de comtesse russe et de millionnaire sud-africain. Qui irait contredire l'un ou l'autre? À propos, nous nous trouvons juste dans Bury Street, où loge notre trop négligent ami, si nous battions le fer pendant qu'il est chaud. Un domestique nous apprit que M. Bernard Parker était chez lui. Nous le trouvâmes étendu sur des coussins drapés dans une robe de chambre pourpre et orange. Tout de suite, j'éprouvai une vive antipathie à l'égard de ce jeune homme au visage pâle, efféminé, s'exprimant avec un zézément affecté. Poirot passa à l'attaque sans attendre. « Bonjour, monsieur, je viens de chez monsieur Hardman. Hier, au cours de l'après-midi, quelqu'un a volé tous ses bijoux. Permettez-moi de vous demander, monsieur, est-ce là votre gant? » Monsieur Parker devait avoir l'esprit lent. Il regarda fixement l'objet comme s'il cherchait à rassembler ses idées. « Où l'avez-vous trouvé? »« Est-ce votre gant, monsieur? »« Non, ce n'est pas le mien. »« Et cet étui à cigarette? »« Certainement pas, le mien est en argent. »« Très bien, monsieur, je vais, de ce pas, confier l'affaire aux soins de la police. »« À votre place, je n'en ferai rien. Ces gens-là sont affreusement curieux. J'irai trouver le vieux Hardman. Hé. Monsieur, attendez un peu. » Mais Poirot battait déjà en retraite. Dans la rue, il me confia avec un rire étouffé. Nous lui avons donné de quoi méditer. Demain, nous observerons la tournure qu'auront pris les événements. Au cours de l'après-midi, nous devions découvrir du nouveau sur l'affaire Hardman. Une silhouette profoutante surmontée d'un gigantesque chapeau s'encadra sur le seuil de notre retraite, laissant pénétrer un tourbillon de vent. Il faisait un froid comme un seul mois de juin anglais peut en connaître. Nous réalisâmes vite que la comtesse Rossakoff était une personnalité perturbatrice. « Vous êtes Hercule Poirot ?» Elle prononçait « Poirot. »« Misérable, qu'avez-vous fait? Accuser ce pauvre garçon. C'est une infamie, un scandale. Bernard est un ange, un agneau qui ne volerait jamais rien. Il a tant fait pour moi, et il faudrait que je reste là, à le regarder martyrisé, comme le prince Zator, sous les poignards des bolcheviks. Madame, est-ce son étui à cigarette? Poirot lui montra l'objet trouvé dans le coffre cambriolé. Elle l'examina en silence. Puis, oui, c'est bien le sien. Je le reconnais, et alors? Vous l'avez ramassé chez M. Hardman? Nous nous y trouvions tous. J'imagine qu'il y aura laissé tomber. Ah, vous autres policiers, vous êtes pire que la Inca vidée. Est-ce son gant, madame? Comment voulez-vous que je le sache? Un gant est semblable à un autre gant. N'essayez pas de me barrer la route. Je veux qu'il soit innocenté. La réputation doit être lavée de tout soupçon. Vous allez vous occuper de lui, n'est-ce pas? Je vendrai tous mes bijoux et vous donnerai beaucoup d'argent. Madame, c'est décidé. J'ai dit. Non, non, ne protestez pas. Les pauvres garçons. Il est venu à moi, les yeux pleins de larmes. Je vous sauverai, j'ai promis. J'irai trouver cet homme, cet ogre, ce monstre. Laissez faire, Vernon. À présent, c'est convenu. Je m'en vais rassurer avec votre promesse de gentilhomme. Elle disparut comme elle était venue, laissant un sillage de parfums exotiques sur son passage. « Quelle femme !» m'exclamai-je. « Vous avez vu ces fourrures? »« Oui, elles sont naturelles. Une fausse comtesse porterait-elle de vraies fourrures? » Une petite devinette, Hastings. Je crois qu'elle est réellement russe. Ainsi, M. Bernard est allé pleurnicher auprès d'elle. L'étui à cigarette lui appartient donc bien. Je me demande si le gant... Avec un sourire, Poirot sortit de sa poche un deuxième gant qu'il plaça près du premier. Il complétait la même paire. Où avez-vous découvert le second, Poirot? Il était abandonné sur un guéridon, près d'une canne, dans le hall de Bury Street. Ce M. Parker est vraiment un jeune homme très prudent. Ma foi, mon ami, nous touchons au terme de cette histoire. Pour la forme, je vais me rendre à Park Lane. Inutile de dire que j'accompagnerai mon ami. Johnstone n'était pas chez lui, mais son secrétaire privé nous apprit, sans la moindre réticence, que son patron
venait d'arriver tout récemment d'Afrique du Sud et que c'était la première fois qu'il visitait l'Angleterre. Il s'intéresse aux pierres précieuses, je crois, hasarda Poirot. Dans un éclat de rire, le secrétaire répliqua. Dites plutôt aux mines d'or. Poirot sortit de l'entretien pensif. Tard dans la soirée, je le trouvai plongé dans la lecture d'une grammaire russe. Grand Dieu, Poirot, apprenez-vous le russe dans le but de converser avec la comtesse dans sa langue natale? Je dois dire qu'elle ne prête pas grande attention à mon anglais. Mais les Russes de bonne famille parlent parfaitement le français, voyons. Hastings, vous êtes une source d'informations inépuisable. J'arrête donc de bûcher sur les complexités de l'alphabet russe. Il rejeta le livre avec un geste théâtral. Je n'étais cependant pas entièrement rassuré, car je voyais une lueur que je connaissais bien briller sournoisement au fond de son regard. C'était là un signe incontestable. Poirot était content de lui. Peut-être, fis-je d'un ton qui se voulait averti, doutez-vous qu'elle soit vraiment russe? Vous allez la mettre à l'épreuve. Non, non, je ne doute pas de sa nationalité. Mais alors, si vous voulez vraiment vous distinguer dans cette affaire, Hastings, je vous recommande les rudiments syntaxiques de la langue russe, un recueil d'une valeur inestimable. Il émit un petit rire étouffé et refusa de préciser sa pensée. Je ramassai le bouquin délaissé et le feuilletai, sans y dénicher la réponse à l'énigme que me proposait Poirot. Le matin suivant ne nous apporta aucune nouvelle. Cela ne parut pas contrarier mon ami qui, après le petit déjeuner, dit son intention de rendre visite à M. Hardman au cours de la matinée. Nous nous présentâmes donc chez le vieux papillon des soirées, mondaine, qui nous parut plus calme que nous l'avions laissé la veille. « Eh bien, monsieur Poirot, vous avez découvert une piste ?» Le petit détective lui tendit un billet. « Voici le nom de la personne qui a pris vos bijoux, monsieur. Dois-je placer l'affaire entre les mains de la police ? Ou préférez-vous que je récupère votre bien, sans en informer les autorités ?» Hardman fixait le morceau de papier ahuri. Lorsqu'il fut remis de sa surprise, il déclara vivement. Je préfère éviter le scandale, je vous donne carte blanche, monsieur Poirot. Je ne doute pas que vous agirez avec discrétion. » Dehors, Poirot héla un taxi et pria le chauffeur de nous conduire au Carlton. Il demanda à voir la comtesse Rossakoff, et quelques instants plus tard, un groom nous guidait vers son appartement. Drapée dans un ravissant négligé orné de motifs bariolés, la Russe s'avança vers nous les mains tendues. « Monsieur Hercule, vous avez réussi. Vous avez lavé ces pauvres enfants de tout soupçon ignoble. Madame la comtesse, votre ami Parker n'a rien à craindre de la police. Vous êtes un petit homme merveilleux. D'un autre côté, madame la comtesse, j'ai promis à monsieur Hardman que ses bijoux lui seraient restitués aujourd'hui même. Et alors? Alors, madame, je vous serais très obligé si vous vouliez bien me les mettre sans délai. Je regrette de devoir vous presser, mais un taxi m'attend. Pour le cas où je devrais me rendre à Scotland Yard, nous autres Belges sommes économes de nature. Je ne voudrais pas que le compteur tourne trop longtemps. » La comtesse avait allumé une cigarette un moment. Elle resta figée sur son siège, exhalant des bouffées de fumée en observant Poirot. Soudain, elle éclata de rire et, se levant, se dirigea vers son secrétaire, d'où elle tira un petit sac de soirée noir. Elle le lança à Poirot. D'un ton badin et parfaitement assuré, elle annonça. « Nous autres Russes pratiquons au contraire la prodigalité. Malheureusement, pour cela il faut être riche. Inutile de vérifier, les bijoux sont tous là. » Poirot se leva. « Je vous félicite pour votre intelligence et votre promptitude, madame. Je n'ai pas eu les choix, du fait qu'un taxi vous attend. Vous êtes trop aimable. Avez-vous l'intention de rester longtemps à Londres? » « Hélas, non. À cause aidez-vous, affreux petit homme. Veuillez accepter mes excuses. Nous nous reverrons ailleurs, peut-être. Je l'espère. »« Moi pas, » s'exclama-t-elle en riant. « Je vous fais là un grand compliment, monsieur Poirot, car le monde compte bien peu d'hommes que je redoute de rencontrer. Au revoir, monsieur Poirot. Au revoir, madame la comtesse. Ah, excusez-moi, j'allais oublier. Permettez-moi de vous rendre votre étui à cigarette. » S'inclinant, il lui tendit le petit étui. Elle l'accepta sans la moindre hésitation.
Un simple froncement de sourcils et ce mot murmuré à la voix basse. Dicevo. Quelle femme! S'écria Poirot avec enthousiasme, alors que nous descendions les escaliers. Seigneur Dieu, quelle femme! Pas un mot de protestation, de bluff. Un seul coup d'œil et elle a réalisé le sérieux de la situation. Je vous le dis, Hastings, une femme qui peut accepter aussi facilement une défaite et avec un tel sourire d'indifférence ira loin. Elle est dangereuse. Elle a des nerfs d'acier. Elle... Il buta contre une marche et manqua de s'étaler. Essayez de modérer vos transports. Pour regarder, vous allez, Poirot. Quand avez-vous commencé à suspecter la comtesse? Mon ami, le gant et l'étui à cigarette. Le double indice, dirons-nous. Me tourmenter. Bernard Parker aurait facilement pu égarer l'un ou l'autre, mais les deux? Non, cela aurait été trop étourdi. D'autre part, si quelqu'un les avait placés là pour incriminer le garçon, un seul aurait suffi, l'étui à cigarette ou le gant. À nouveau, pas les deux. J'en ai donc conclu que l'un des deux objets n'appartenait pas à Parker. Tout d'abord, j'ai cru que c'était le gant, mais lorsque j'ai découvert chez lui le frère de celui que nous avions trouvé, j'ai dû me rendre à l'évidence. Alors à qui appartenait l'étui à cigarette? Pas à Lady Runcorn. Les initiales ne correspondaient pas aux siennes. Monsieur Johnston, il aurait fallu qu'il soit venu en Angleterre sous un nom d'emprunt. En interrogeant son secrétaire, j'ai tout de suite compris que rien ne clochait de ce côté. Le garçon n'a pas cherché à protéger le passé de son patron. La comtesse. Elle avait, paraît-il, apporté ses bijoux de Russie avec l'intention de les vendre. Une fois les pierres retirées de leur monture, il aurait été bien difficile de prouver qu'elles provenaient du coffre de M. Hardman. Il lui aurait été facile d'escamoter un gant de Parker et de l'abandonner dans le coffre après son larcin. Et bien sûr, elle n'avait nullement l'intention d'y laisser son étui à cigarette. Pourtant, si l'étui est à elle, pourquoi porte-t-il les initiales BP? Ces initiales sont VR. Poirot m'adressa un sourire de commisération. En effet, mon ami, mais dans l'alphabet russe, B et V et P et R. Vous ne pouviez quand même pas espérer que je le devine, je ne connais pas le russe. Moi non plus, Hastings. C'est pour cela que j'ai consulté ma petite grammaire. Je vous ai recommandé d'y jeter un œil. Il soupira. Cette comtesse est une femme remarquable. J'ai le sentiment, mon ami, presque la certitude, que je la rencontrerai à nouveau. Ou, je me le demande. Il haussa les épaules. Nichevo. Fin. L'histoire s'intitule La mine perdue. Je reposai mon carnet de chèques en soupirant. C'est curieux, remarquai-je, mais mon découvert n'a jamais l'air de diminuer. Et cela ne vous dérange pas? Si j'avais le moindre découvert, je n'en fermerais pas l'œil de la nuit. Votre compte se porte bien, je suppose, rétorquai-je amèrement. Mon solde se montre à 444 livres, 4 shillings et 4 pence, me dit Poirot avec une certaine complaisance. Un joli chiffre, n'est-ce pas? Votre directeur de banque doit avoir du tact. Il connaît manifestement votre passion pour la symétrie. Pourquoi ne pas investir, disons, 300 livres dans la compagnie pétrolière du Porc-Épic? D'après la publicité qui est parue dans les journaux aujourd'hui, ils garantissent une dividende de 100% l'année prochaine. Très peu pour moi, répondit Poirot en secouant la tête. Je n'aime pas prendre de risques. Je préfère les placements sûrs. Les obligations, les bons du trésor, les rentes convertibles. N'avez-vous donc jamais fait de spéculation? Non, mon ami, répondit Poirot, le regard sévère. Les seuls titres que je possède, qui ne soient pas des valeurs dites de tout repos, ce sont 14 000 actions dans la Société des mines de Birmanie. Poirot se tut, mais je voyais bien à son air qu'il ne demandait qu'à poursuivre. Oui, dis-je d'un ton encourageant, et pour ces actions je n'ai pas déboursé un sou. Non, ce fut la récompense du travail de ma matière grise. Aimeriez-vous connaître l'histoire? Bien sûr. Ces mines sont situées en Birmanie, à l'intérieur des terres, à environ 300 kilomètres de Rangoon. Elles ont été découvertes par les Chinois au XVe siècle et exploitées jusqu'au moment des luttes intestines, pour être finalement abandonnées en 1868. Les Chinois extrayèrent le riche plomb, argentifère,
de la couche supérieure du gisement, qu'ils fondirent uniquement pour l'argent qu'il contenait, laissant se perdre de grosses quantités de scories de plomb. Les Anglais s'en rendirent vite compte lorsqu'ils commencèrent à prospecter le sous-sol birman. Mais étant donné que l'ancien chantier d'extraction s'était rempli de matière inerte et d'eau, toutes les tentatives entreprises pour retrouver le gisement se révélèrent infructueuses. De nombreux groupes de chercheurs furent envoyés par les consortiums. Ils creusèrent sur des kilomètres et des kilomètres, mais en vain. Toutefois, le représentant de l'un de ces consortiums retrouva la trace d'une famille chinoise qui était censée posséder des plans indiquant l'emplacement de la mine. Le chef de la famille était alors un certain Wu Ling. Quel passionnant roman d'aventure commercial, n'est-ce pas, voyons, mon ami? Il doit y avoir des histoires captivantes, sans qu'il soit forcément question de filles à chevelure d'or, d'une beauté sans précédent. Non, je me trompe, ce sont les cheveux roux qui vous émeuvent. Vous vous souvenez? Poursuivez votre histoire, dis-je un peu trop vivement. Wu Ling, donc, fut contacté. C'était un honorable marchand, très respecté dans la province où il vivait. Il reconnut aussitôt être en possession des documents en question et se montra entièrement d'accord pour les vendre. Mais il refusa de traiter avec des subalternes. Finalement, il fut décidé qu'il se rendrait en Angleterre pour rencontrer les membres du conseil d'administration d'une importante société. Wu Ling fit la traversée sur l'Assunta, qui arriva à Southampton par un froid et brumeux matin de novembre. L'un des membres du conseil d'administration, M. Pearson, se rendit à Southampton pour l'accueillir. Mais en raison du brouillard, son train fut considérablement retardé, et lorsqu'il y arriva, Wu Ling avait déjà débarqué et pris un train spécial pour Londres. M. Pearson s'en retourna fort ennuyé, car il ignorait dans quel hôtel le Chinois comptait descendre. Dans la journée, cependant, Wu Ling appela les bureaux de la compagnie pour dire qu'il était descendu au Russell Square Hotel. Il se sentait un peu fatigué par ce long voyage, mais il affirma qu'il serait en forme pour se rendre à la réunion du conseil qui devait avoir lieu le lendemain. Cette réunion était prévue pour 11 heures. Comme Wu Ling n'était toujours pas là à 11h30, le secrétaire appela son hôtel. En réponse à ses questions, on lui dit que le Chinois était sorti avec un ami vers 10h30. Il était clair qu'il avait l'intention de se rendre à la réunion, mais la matinée passa sans qu'il parût. Il était possible, évidemment, que, ne connaissant pas Londres, il se fût perdu. Mais à minuit, il n'était toujours pas rentré à son hôtel. Sérieusement inquiet, M. Pearson remit alors l'affaire entre les mains de la police. Le lendemain, on ne l'avait toujours pas retrouvé. Mais le surlendemain, en fin d'après-midi, un corps fut repêché dans la Tamise. C'était celui du malheureux Chinois. Cependant, pas plus sur lui que dans ses bagages restés à l'hôtel, on ne trouva trace des papiers concernant la mine. C'est à ce moment-là, mon ami, que j'entre en scène. Je reçus en effet la visite de M. Pearson. Bien qu'il fût bouleversé par la mort du Chinois, son principal souci était de retrouver les papiers qui avaient motivé la visite de Wu Ling en Angleterre. La police, pour sa part, se souciait uniquement de mettre la main sur le meurtrier. La récupération des documents était pour elle d'un intérêt secondaire. En fait, ce que Pearson me demandait, c'était de collaborer avec la police tout en agissant dans l'intérêt de la compagnie. J'acceptais sans trop me faire prier. Il était clair que je pouvais orienter mes recherches de deux côtés différents. D'une part, les employés de la compagnie qui étaient au courant de la venue du Chinois, et d'autre part, les passagers de l'Assunta à qui il avait pu parler de sa mission. Je commençai par ces derniers, estimant que mon champ d'investigation était plus restreint de ce côté-là. Il se trouva que j'avais eu la même idée que l'inspecteur Miller, qui était officiellement chargé de l'affaire. Un homme très différent de notre ami Jap, très imbu de sa personne, mal élevé et tout à fait insupportable. Nous interrogeâmes ensemble les officiers du paquebot, mais ils n'avaient pas grand-chose à dire. Wu Ling était pratiquement resté seul pendant tout le voyage. Il ne s'était lié d'amitié qu'avec deux autres passagers. Un Européen désargenté du nom de Dyer, qui n'avait d'ailleurs pas très bonne réputation, et un autre employé de banque du nom de Charles Lester, qui rentrait de Hong Kong. Nous eûmes de la chance de pouvoir obtenir une photo des deux hommes. Il semblait évident que si l'un d'eux pouvait être impliqué dans cette affaire, c'était Dyer. On le savait en relation avec une bande d'escrocs chinois, et c'était donc un suspect de premier ordre. Nous nous rendîmes ensuite au Russell Square Hotel,
où les employés de la réception reconnurent aussitôt la photo de Wu-Ling. Nous leur montrâmes ensuite celle de Dyer. Mais à notre grande déception, le chasseur déclara sans la moindre hésitation que ce n'était pas l'homme qui était venu à l'hôtel le matin de la mort du Chinois. À tout hasard, je lui montrai alors la photo de Lester, et à ma grande surprise, il le reconnut aussitôt. « Oui, monsieur, m'assura-t-il, c'est l'homme qui est venu à 10h30 en demandant à voir monsieur Wu-Ling, et qui est ressorti avec lui un moment après. » Notre enquête progressait. Nous décidâmes alors d'interroger Charles Lester. Il parut sincèrement surpris et désolé en apprenant la mort du Chinois, et il se mit à notre entière disposition. Sa version des faits était la suivante. Comme convenu avec Wu-Ling, il s'était présenté à son hôtel à 10h30. Mais il ne l'avait pas vu. Le domestique de ce dernier était venu lui expliquer que son maître avait dû sortir et il lui avait proposé de le conduire auprès de lui. Sans méfiance, Lester avait accepté et le Chinois avait appelé un taxi. Ils avaient roulé pendant quelque temps en direction des quais. Mais soudain, sans doute pris de soupçon, Lester avait fait arrêter le taxi et en était descendu malgré les protestations du domestique. C'était tout ce qu'il pouvait nous dire. Satisfait en apparence, nous le remerciâmes et prîmes congé. En fait, son histoire ne tarda pas à se révéler quelque peu inexacte. Pour commencer, Wu-Ling n'avait pas de domestique avec lui, pas plus sur le bateau qu'à l'hôtel. Ensuite, le chauffeur de taxi qui avait transporté les deux hommes ce matin-là se présenta de lui-même au commissariat et affirma que, loin d'être descendu en route, Lester et le Chinois s'étaient fait conduire tous deux à une maison louche de Limehouse, en plein cœur du quartier chinois. L'endroit en question était plus ou moins connu comme une fumerie d'opium de bas étage. Les deux hommes y étaient entrés. Environ 1 heure plus tard, l'Anglais, qu'ils reconnaissaient d'après la photo, en était ressorti seul. Il était très pâle et paraissait malade. Il lui avait demandé de le conduire à la station de métro la plus proche. La police prit les renseignements sur Charles Lester et découvrit que, bien que jouissant d'une excellente réputation, il était couvert de dettes à cause de sa passion secrète du jeu. Évidemment, nous ne perdions pas M. Dyer de vue. Pour autant, il se pouvait qu'il se fût passé pour Lester, mais cette hypothèse se révéla sans fondement. Son alibi pour toute la journée en question était absolument inattaquable. Comme on pouvait s'y attendre, le propriétaire de la fumerie d'opium nia avec un aplomb tout oriental avoir jamais vu Charles Lester ou avoir reçu 2 messieurs chez lui ce matin-là. En tout cas, la police avait tort de croire qu'on y fumait de l'opium. Si bien intentionnées fussent-elles ces dénégations, elles n'aidèrent en rien Charles Lester. Il fut arrêté pour le meurtre de Wu-Ling. On fouilla toutes ses affaires, mais on n'y découvrit aucun papier se rapportant à la mine. Le propriétaire de la fumerie d'opium fut lui aussi arrêté, mais la rapide perquisition effectuée chez lui ne donna strictement rien, pas la moindre boulette d'opium, pour récompenser le zèle de la police. Pendant ce temps, mon ami, M. Pearson, se rongeait les sangs. Il arpentait ma chambre de long en large, en se lamentant à haute voix. « Voyons, vous devez bien avoir une idée, monsieur Poirot, ne cessait-il de me répéter. Vous avez sûrement une idée. Des idées, je n'en manque pas, en effet, répondis-je prudemment, au bout d'un moment. Seulement voilà, elles mènent toutes dans des directions différentes. Par exemple, le chauffeur de taxi, qui nous a dit qu'il a bien emmené les deux hommes à cette maison. Voilà une première idée. Ensuite, est-ce bien dans cette maison qu'ils sont allés? Supposons qu'ils se soient fait déposer devant, et traversé la maison et soient sortis par une autre porte, pour aller ailleurs. Cette hypothèse frappa M. Pearson. Et alors, vous restez là assis à réfléchir? Ne pourrions-nous pas plutôt passer à l'action? Cet homme était impatient de nature, vous comprenez. Monsieur, lui répondis-je avec dignité, ce n'est pas à Hercule Poirot de parcourir les rues nauséabondes de Limehouse, comme un petit chien errant. Rassurez-vous, mes agents sont au travail. Le lendemain, j'avais des nouvelles pour lui. Les deux hommes étaient bien entrés dans la maison en question, mais leur véritable destination était une gargote en bordure du fleuve. On les y avait vus entrer et Lester en sortir seul, un moment plus tard. Figurez-vous, Hastings, qu'une idée tout à fait invraisemblable vint alors à l'esprit de M. Pearson. Il tenait absolument à ce que nous nous rendions nous-mêmes dans cette gargote, et y menions notre petite enquête. Je protestai, l'implorai, mais il ne voulut rien savoir. Il suggéra que nous nous déguisions. Il essaya même de me persuader de...
Je n'ose le dire. Raser ma moustache. Mais oui, rien que ça. Je lui fis remarquer que cette idée était absurde et ridicule. On ne détruit pas les belles choses sans motif valable. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi un Belge à moustache n'aurait pas autant envie de voir le monde et de fumer l'opium qu'un Belge sans moustache. Il finit donc par céder sur ce point. Mais il persista néanmoins dans son projet. Lorsque je le vis arriver ce soir, mon Dieu, quel spectacle! Il était vêtu d'un caban, son menton était sale et mal rasé, et il portait un cache-col répugnant, qui offensait l'odorat. Le comble, figurez-vous, c'est qu'il en était ravi. Vraiment, les Anglais sont complètement fous. Il apporta quelques modifications à mon apparence extérieure, et je le laissai faire, à quoi bon discuter avec un fou. Puis nous nous mîmes en route. Pouvais-je le laisser partir seul, déguisé comme un enfant qui va jouer aux charades? Non, bien sûr. Mais reprenons notre histoire. Nous arrivâmes donc à la Gargote, et là, M. Pearson se mit à baragouiner un anglais des plus étranges, voulant se faire passer pour un loup de mer. Il parlait de gaillards d'avant, de marins d'eau douce, et je ne sais quoi. Nous nous trouvions dans une petite pièce, basse de plafond, pleine de Chinois. Nous mangeâmes des mets très particuliers. Ah, mon Dieu, mon estomac. Poirot mit la main sur cette partie de son anatomie avant de poursuivre. Puis le propriétaire s'approcha de nous, un Chinois au sourire diabolique. « Vous n'aimez pas trop notre cuisine, messieurs, » nous dit-il avec un accent grotesque. « Vous goûtez quelque chose de meilleur? Petite pipe? Ça vous dit ?» Monsieur Pearson me donna un grand coup de pied sous la table. Il avait aussi mis des bottes de marin. Avant de répondre, pour ma part, je ne dis pas non. Montrez-nous le chemin. Le Chinois sourit et nous conduisit à une cave. Nous fit passer par une trappe, descendre quelques marches et en remonter quelques autres pour déboucher dans une pièce garnie de divans et de coussins, des plus confortables. Nous nous allongeâmes et un jeune Chinois nous enleva nos bottes. Ce fut le meilleur moment de la soirée. Puis on nous apporta des pipes et on fit chauffer devant nous les boulettes d'opium. Nous fîmes alors semblant de fumer, de sombrer dans un sommeil plein de rêves. Mais dès que nous nous retrouvâmes seuls, M. Pearson m'appela tout doucement et se mit à avancer à quatre pattes. Je l'imitai aussitôt et nous arrivâmes dans une seconde pièce où il y avait d'autres personnes endormies, puis une troisième, puis une quatrième, où nous surprîmes deux hommes en grande conversation. Nous restâmes derrière le rideau et tendîmes l'oreille. Ils parlaient de Wuling. « Où sont tes papiers ?» demanda bientôt l'un d'eux. « C'est M. Lester qui les a pris, » répondit l'autre, un Chinois reconnaissable à son accent. « Il m'a dit, mets-les à l'abri, dans un endroit où la police n'ira pas les chercher. »« Oui, mais il s'est fait épingler, » reprit le premier. « On le relâchera, la police est pas sûre que c'est lui le coupable. » Cette conversation se poursuivit un moment, puis nous entendîmes les deux hommes approcher, et nous retournâmes en toute hâte à nos lits. « Nous ferions mieux de sortir d'ici, » me dit Pearson au bout de quelques minutes. « Cet endroit est malsain. »« Je suis bien de votre avis, monsieur, » lui répondis-je. La comédie a assez bien duré. Nous réussîmes à sortir sans encombre en laissant une somme généreuse pour notre séance. Lorsque nous fûmes loin de Limehouse, M. Pearson poussa un grand soupir et déclara: « Je suis content d'en être sorti, mais nous avons appris quelque chose d'intéressant. » « C'est bien vrai, reconnus-je, et je pense que nous n'aurons pas de mal à trouver ce que nous cherchons après la mascarade de ce soir. » Nous n'en eûmes aucun, en effet, ajouta Poirot en conclusion. Je n'arrivais pas à croire que c'était la fin de l'histoire, et je le considérais d'un œil rond. Mais où étaient les documents, finis-je par demander. Dans sa poche, tout simplement. Dans la poche de qui? De M. Pearson, parbleu. Devant mon air ahuri, Poirot poursuivit calmement. Vous n'avez pas encore compris? M. Pearson, comme Charles Lester, était couvert de dettes. Comme Charles Lester, il aimait jouer. Il a donc conçu le projet de voler les papiers à Wuling. Il est bien allé à sa rencontre à Southampton, mais il est rentré à Londres avec lui, et l'a aussitôt emmené à Limehouse. Il y avait du brouillard ce jour-là. L'homme ne pouvait pas voir où ils allaient. J'imagine que Pearson s'y rendait assez souvent, et s'y était ainsi fait des amis d'un genre particulier. Je ne pense pas qu'il ait eu l'intention de tuer Wuling. Ce qu'il voulait, c'était qu'un de ses amis chinois se fasse passer pour lui et touche à sa place l'argent que devait lui rapporter la vente des documents. Jusque-là, tout allait bien. Mais dans l'esprit oriental, il était infiniment plus simple de tuer Wuling
et de jeter son corps dans le fleuve, et les complices de Pearson appliquèrent leur propre méthode sans le consulter. Imaginez la peur bleue de Pearson lorsqu'il s'en rendit compte. Quelqu'un pouvait l'avoir vu dans le train avec Wuling. C'est que le meurtre est autre chose qu'un simple enlèvement. Son salut dépend alors du Chinois, qui va se faire passer pour Wuling au Russell Square Hotel. Il suffit que le corps ne soit pas découvert trop tôt. Wuling lui a sans doute parlé de son rendez-vous du lendemain avec Charles Lester. Pearson voit là un merveilleux moyen de détourner le soupçon de la police. Charles Lester sera la dernière personne à avoir été vue en compagnie de Wuling. Le mystificateur a pour ordre de se présenter à lui comme le domestique de Wuling et de l'emmener le plus rapidement possible à Limehouse. Là, on offre vraisemblablement à Lester un verre contenant une drogue quelconque, de façon à ce que, en reprenant ses esprits 1 heure plus tard, il n'ait qu'un très vague souvenir de ce qui s'est passé. C'est si bien le cas que dès qu'il apprend la mort de Wuling, Lester prend peur et nie carrément être allé à Limehouse. Évidemment, cela fait le jeu de Pearson. Mais croyez-vous que celui-ci soit satisfait? Non. Je l'inquiète et il décide alors de renforcer les soupçons qui pèsent déjà sur Lester. Il met donc au point cette mascarade compliquée, pensant que je serais totalement dupe. Ne vous ai-je pas dit, il y a un instant, que c'était comme un enfant jouant en charade? Eh bien, je joue mon rôle jusqu'au bout, et il rentre chez lui en souffrotant les mains. Mais le lendemain matin, l'inspecteur Miller se présente à son appartement. On trouve les papiers sur lui. Tout est terminé. Il n'a plus qu'à regretter amèrement de s'être permis de jouer au plus fin avec Hercule Poirot. En fait, cette histoire n'a présenté pour moi qu'une seule difficulté. Laquelle? M'enquis-je avec curiosité. Convaincre l'inspecteur Miller. Quel animal celui-là, à la fois bête et têtu. Et pour finir, c'est lui qui a été couvert de gloire. Quel dommage, m'exclamai-je. Enfin, moi, j'en ai retiré des compensations. Les autres membres du conseil d'administration de la Société des mines de Birmanie m'ont donné 14 000 actions à titre de modeste récompense pour mes services. Pas si mal, hein? Néanmoins, quand vous aurez de l'argent à placer, je vous en prie, Hastings, tenez-vous-en strictement au placement traditionnel. Rien ne prouve que ce qu'on lit dans les journaux soit vrai. Les membres du conseil d'administration de la compagnie du Porc-Épic, ce sont peut-être autant de M. Pearson. Fin.